Bienvenue à tous dans la table de l'insertion pour ce 7e épisode avec une invitée spéciale, comme d'habitude. Rose Penel, 23 ans, fraîchement diplômée d'un Master 2 en management du luxe. Tu as écrit ton premier livre, Vivre avec une surdité, dont tu vas nous parler longuement, lié à un handicap qui touche un peu plus de 6% de la population française. Rose, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Merci dans un premier temps d'avoir accepté l'invitation à la table de l'insertion. Aujourd'hui, et c'est pour ça en partie que tu es là, tu as une histoire assez spéciale et j'aimerais que tu nous en parles. C'est à toi. Trop bien. Eh ben écoute, oui, puisque aujourd'hui je suis sourde des deux oreilles et implantée cochléaire, mais ça n'a pas été toujours le cas, puisqu'en fait je suis née malentendante, mais les médecins le veulent que quand j'avais 8 ans. C'est-à-dire que de mes 0 à mes 8 ans, j'ai caché mon handicap d'une certaine manière, donc si mes parents ils l'ont pas vu, c'est que vraiment je l'ai très très bien caché. Donc comment je faisais, en fait, je regardais l'expression des personnes, donc je regardais leur visage, et je savais pertinemment si c'était une question qu'ils allaient me poser, si les sourcils étaient recourbés, je savais que c'était la question où je devais dire oui, non, peut-être. Si jamais c'était quelqu'un qui me racontait un événement, je faisais genre j'étais à fond, j'étais grave impliquée dans ce qu'il me disait. Mais en fait, je comprenais rien, mais ça passait tout le temps. Et un jour, toutes les maîtresses, là, quand j'étais en maternelle, je crois, elles ont convoqué mes parents et en disant que j'étais pas du tout polie, que j'étais turbulente, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elles appelaient les élèves pour aller se ranger dans la classe, bah t'avais qu'une seule fille qui restait tout le temps dans le bac à sable, bah c'était moi. Et du coup, bah même dans la classe, quand fallait faire des consignes ou autre, bah moi j'écoutais pas du tout. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des signes. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir un remplaçant, donc c'était un ORL remplaçant. Donc je sais pas si sont ce que c'est un ORL, c'est un médecin du coup qui est spécialisé dans les oreilles, le nez, etc. Et il s'est mis derrière moi pendant l'examen et il a vu que j'étais pas du tout concentrée, que j'étais ailleurs. Et bah, comme c'était un expert, il a compris direct que j'entendais pas, que je lisais sur les lèvres et que sans la lecture labiale, je pouvais plus faire mes stratégies. Hmm. Et c'est là qu'il a regardé ma mère, il lui a dit j'aimerais bien faire un petit audiogramme comme ça, juste pour vérifier un truc. Ma mère a dit ok, mais elle comprend pas. Je dit ok. Ouais, t'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 8 ans. Avant ça, par exemple, personne avait tilté la maîtresse, peut-être, hein, qui avait demandé, parce que justement, elle trouvait ça bizarre que tu sois pas comme les autres, finalement. Mais même avec la maîtresse qui a fait un retour aux parents, il n'y a pas eu de votre côté, enfin de leur côté, un questionnement particulier sur un handicap potentiel. En fait, non, parce que en 2008, en 2005 et autres, il y avait personne, en tout cas aucun enfant dans les écoles où j'ai pu être, qui avait ce handicap-là. C'est-à-dire que c'était un handicap qui était mais pas du tout connu. C'est-à-dire que pour eux, c'est impossible qu'il y ait des enfants. C'est des cas rares, en fait. Et du coup, quand c'est des cas rares, on te dit jamais t'as ça. On te met toujours dans des cases non, ça peut pas être ça. C'est sûr, elle est impolie. C'est sûr, elle est insolente. Mais mes parents, tu vois, ils se disaient, ils me connaissaient, ils savaient que j'étais pas quelqu'un de méchant, qui en faisait qu'à sa tête Hmm. ou impoli. Mais en fait, ils se doutaient de quelque chose, mais ils savaient pas quoi. Ils savaient pas mettre un mot dessus. Et du coup, c'est à 8 ans qu'ils ont découvert le diagnostic. Et comment ils ont réagi à ce moment-là ? Très mal. Je pense qu'ils s'en voulaient beaucoup. J'ai eu surtout ma mère qui m'a expliqué un peu plus que mon père, qui je pense qui cachait un peu ce qu'il ressentait. Mais je l'ai vu. Enfin, j'ai senti, je pense, quand t'es enfant, tu ressens. Parce que moi, personnellement, quand on m'a dit ça, bah, ça n'a rien changé à ma vie. Enfin, je savais pas ce que c'était pour autant, parce que moi, j'avais jamais entendu. Donc, j'avais fait avec. Mais pour eux, c'était on a raté toute l'éducation de notre enfant, c'est de notre faute, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Et ils étaient complètement affolés parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement à l'époque. Il n'y en a encore pas aujourd'hui. Hmm. Et en fait, les médecins sont là pour te dire ce qui va pas. Et après, ils te laissent dans la nature, en fait. Du coup, ils ont dû faire toutes les... Bah, il y a l'école, donc faire en sorte que je sois accompagnée, parce que j'avais un petit retard de langage et autres. Donc pour apprendre à lire, j'avais un retard aussi. Il y a les dossiers MDPH, prévenir les écoles. En plus, on a déménagé, donc pour prévenir la nouvelle école. Les appareils, les rendez-vous RL. Ça, on va en parler, ouais, des appareils, parce que moi, la première chose à laquelle je pense quand tu me dis qu'ils ont découvert ça à 8 ans,
c'est à aucun moment, entre 2 et 8 ans, du coup, il se pose la question, enfin, je m'imagine en tant que parent, quand mon enfant joue dans la chambre, si je l'appelle 3 fois, par exemple, et que j'entends pas euh, de son en retour, euh, ça peut, enfin, pas m'alerter tout de suite, bien évidemment. Mm. Parce que je vais peut-être me dire, il est en train de jouer, ou il veut pas répondre exprès, ou il me taquine, comme beaucoup d'enfants. Mais il n'y a pas eu des événements répétitifs pour eux qui ont mis un peu la puce à l'oreille. Il y a eu des otites que je faisais beaucoup, mais en fait, le problème, c'est que eux se doutaient de ça, par exemple. Mais quand on allait voir des médecins, ils nous disaient, bah non, tout va bien. Ok, donc c'est vraiment les médecins, C'est ça. en tout cas le corps médical, qui à chaque fois faisait les tests ou pas? Ils les faisaient même pas. Il les faisait pas? Non. C'est ce remplaçant qui a eu doute et qui s'est dit, je vais les faire au cas où. Hmm. Mais lui, je pense qu'il avait déjà peut-être récemment eu le même cas et c'est la même découverte, donc il l'a fait automatiquement. Mais les autres, en fait, c'est impossible. Parce qu'en fait, ils voyaient comment je répondais, ils voyaient comment je parlais. Et en fait, ça se remarque déjà, tu vois un peu le retard de langage et autres. Moi, il y avait rien. Et je peux comprendre mes parents en vrai, parce que je le cachais, mais très, 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 très bien. Et c'était quoi comme jeu que tu mettais en place finalement? Parce que quand on a cet âge-là, bon, c'est un petit jeu, hein, si tu me dis que tu n'avais pas conscience d'être handicapé à ce point. C'est trop bizarre parce que je savais pas. Je le ressentais et je voyais bien que je galérais à comprendre les personnes, que ce soit avant c'était ma mamie ou autre. Je sais que je me rappelle vraiment regarder les personnes et inventer une réponse. Des fois, ça passait pas, hein. Donc je passais à autre chose, je disais un autre truc et puis après je partais, je faisais genre changement de sujet et après ils oubliaient. J'étais, je pense, très maligne, très intelligente. Je pense que tu développes aussi ce truc inconsciemment, tu développes d'autres sens aussi. J'avais la vision développée, tu vois, d'autres sens qui étaient développés. Hmm. Et je saurais pas te dire comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le cacher pendant 8 ans. Donc je pense que ben, ça a marché, quoi. Ouais, ouais, ça a plutôt bien marché. Après, au moment du coup, pour revenir à cette annonce, les parents, ça a été quoi les premiers réflexes qu'ils ont eus, les premières réactions, si tu Ouais. as eu leur ressenti à l'époque? Bah déjà, il le cachait beaucoup. Je sais que ma mère, elle s'est mise direct dans un truc en mode on va agir et c'est tout. Genre on va agir, on va faire tous les rendez-vous. Je vais pas penser à moi, je vais pas penser à ce que je ressens. On va juste faire les choses. Et c'est ce qu'elle m'a dit parce que je lui ai posé la question genre, 15 ans après. Hmm. Et du coup, bah, c'était prendre les rendez-vous et avoir une réponse en fait parce que eux-mêmes, bah, ils étaient complètement perdus. Ils se disaient est-ce qu'on peut avoir une réponse s'il vous plaît. Pourquoi elle a ça. Qu'est-ce qu'elle va. Enfin, est-ce que dans 10 ans elle va être sourde, enfin, tu vois. Et on ne lui répondait pas. Du coup, son but, c'était juste que j'essaye de me sentir le mieux possible, que je ressente le moins le handicap, et surtout bah, de faire en sorte que les écoles soient adaptées, en tout cas, qui essayent de me prendre comme je suis, et que je vive pas des trucs. Et justement, en parlant de l'école, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? En tout cas, pour un profil comme le tien, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en termes de logistique pour justement que tu puisses suivre les cours normalement et potentiellement sans que les autres sachent? Alors ça a été vraiment l'école. Alors la primaire, ça allait, dans le sens où tu sais, Hmm. t'as pas. J'ai eu la chance de. Alors j'habitais à Orléans avant, et Ok. j'ai déménagé dans le sud, donc j'ai passé ma CE1 dans le sud, et j'ai eu la chance d'arriver dans une école primaire où le directeur était malentendant. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est Ok. rare. Et il a direct vu le truc, il m'a pris un peu sous son aile et il a direct dit aux enfants, voilà, elle a ça, vous la touchez pas, vous l'éclaboussez pas, vous la poussez pas. Et moi, j'étais la vue comme la fille un peu stylée qui arrive, ouais, faut pas la toucher, tout ça. Moi, j'étais fière, tu vois, j'avais mon petit appareil et tout. Ça On en ça parle. t'a donné confiance? Ouais, Ouais. moi, je me la pétais un peu, on va Ouais, pas se mais mentir. il faut, parce que... Il faut. Mais alors, ça va être marrant, mais au collège, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai eu ce truc où je le prenais bien. Et quand je suis arrivée au collège, donc j'ai redéménagé à Orléans, c'était plus du tout la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'aménagement particulier parce que j'ai été très bien encadrée en primaire. Mais au collège, c'était tout l'inverse. Du coup, je suis arrivée, en fait, c'est le collège, tu prends un niveau en plus, donc c'est des exos plus poussés, des consignes plus précises, etc.
Et moi, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur des profs qui étaient pas du tout sensibilisés. Même l'équipe, tout ce qui est CPE, etc., pas du tout. Et donc, c'est là où j'ai ressenti la gêne sociale qui arrivait. Et en fait, ils m'ont demandé de faire un exposé devant. J'étais en sixième. Ils m'ont demandé de faire un exposé pour présenter mon handicap. Enfin, les gars, je sais pas moi-même ce que c'est. En sixième, donc tu as 10 ou 11 ans. Exactement. S'il n'y a pas eu redoublement. J'imagine peu de monde pouvoir parler devant une classe, qui plus est avec un handicap, et en plus de ça, la dernière couche, de devoir présenter quelque chose, un exposé sur ton handicap à toi. C'est lunaire. Ouais, et puis surtout, ils auraient pu, je sais pas, prendre un intervenant, tu vois, un truc où sympa, où les élèves ils écoutent, ils comprennent mieux. Mm. Moi-même, je savais même pas. Parce que c'était un appareil, je savais pas les gènes que j'avais, je les ai découverts après, pendant mes années de collège. Donc c'était vraiment, j'ai compris que j'allais passer des sales années. Je suis restée 3 ans là-bas. Et déjà, j'arrive, première classe d'anglais, la prof qui se moque de moi direct, parce que j'entendais pas bien, que je demande de me répéter, elle voulait pas me répéter les trucs. Enfin, ça, c'était des trucs, tu te dis. Ça a été le moment où j'ai découvert que la vie, ça allait être plus compliqué que je le pensais. Pour autant, mes parents avaient tout fait pour que tout se passe bien, et c'est le monde extérieur qui m'a attaqué en pleine face, quoi. Et t'avais déjà des appareils auditifs ou pas Ouais, à ce moment-là, ouais. je les ai eus dans le sud juste avant. Et ça permettait quoi du coup, au-delà d'entendre un peu mieux? C'était quoi le Euh, degré? Je sais qu'il y a plusieurs gammes d'appareils, donc là en sixième, t'étais avec quoi? alors, pour dire, quand j'ai eu le diagnostic, donc déjà j'avais moins 50% d'audition. Donc pour une personne entendante comme toi ou autre, vous avez peut-être moins 10, moins 20% à la rigueur si t'as vraiment mis des AirPods à fond la caisse. Ouais, non, j'essaye de pas dépasser 95, 100 là, je sais plus. Ouais. Bah, naturellement, même avec l'âge, t'étais vers ce niveau-là. Moi, j'étais donc à moins 50%. Et encore, à des décibels, ça pouvait augmenter un peu. En gros, c'est dans une phrase, t'as comme un... si les mots étaient cachés. Donc, c'est comme si t'avais un cache devant certaines syllabes. Du coup, c'est à ton cerveau, selon le contexte, de faire la phrase. Hmm. Donc, au début, je m'en rendais pas compte. Et à quoi sert l'appareil, du coup Il va venir augmenter les sons un peu plus forts de ce que j'entends pas. Donc, c'est-à-dire que quand je les ai mis, j'ai entendu l'eau pour la première fois. À quel âge? À 8 ans. Waouh. Donc, l'eau, il y avait les oiseaux, les voitures, parce que j'ai failli me faire renverser plusieurs fois parce que j'entendais pas les voitures. Donc ça va, encore, c'est sympa. Et après, t'as le reste, donc c'est les klaxons, tous les trucs qui font peur, les bruits sourds. Ça, tu l'entendais pas du tout? Si, je les entendais, mais alors là, je Mais les de loin. entendais bien. Ouais. Alors, un peu trop même. Et du coup, je les ai pas supportés du tout. J'ai pas supporté mes appareils au début. Pendant peut-être 2 ans, j'arrivais pas trop à les mettre. Et c'est après que je me suis, je pense, habituée et que j'ai commencé à les mettre tout le temps. Et tu voulais pas les mettre à cause de quoi? Du regard de l'autre? Parce que tu savais que les gens, peut-être mal intentionnés ou profil harceleur, etc., pouvaient le voir. Et du coup, se Hmm. dire, ah, elle est handicapée, ah. Hmm. Non, je dirais que, alors quand j'étais 8 ans, j'avais pas ce problème du regard des autres. C'est vraiment au collège où c'est quand tu perds ta confiance en toi, là, ça y est, tu te mets dans un cercle vicieux. Hmm. Moi, j'étais plus en mode, ça me chatouille trop l'oreille, ça me saoule. Ok, ouais, Ça me gêne vraiment, dans mon confort, j'enlève. vraiment l'aspect pratique. Ouais. Ok. Moi, j'étais plus dans la pratique, tu me fous pas un truc dans l'oreille, quoi. J'étais là, ma mère, non, non. Juste après, je prenais la boîte, je les enlevais, il n'y avait pas de discussion. Du coup, ma mère, c'était un combat pour me les mettre. Moi, je voulais pas, je criais, non, pas l'oreille. Et du coup, comment tu résumerais là, tes années collège? Catastrophique. Parce que justement, c'est là où j'ai pas eu d'accompagnement. Mes parents, ils ont pas été accompagnés. Ma mère, enfin, mon père, il habitait pas dans la même ville que moi, il était resté dans le sud. Donc c'est un peu ma mère qui avait cette casquette de je vais péter un câble pour que les droits de ma fille soient respectés. Donc en fait, c'était ça son quotidien. Non seulement elle avait son travail, mais en plus, elle devait aller taper à toutes les portes pour que je puisse avoir une scolarité qui devrait être normale, c'est-à-dire le respect. Même les profs te respectent pas, enfin, c'était les élèves non plus. Donc ouais, c'était compliqué. Est-ce que tu as des... Cet exemple.
des exemples. Là, si je te demande ça, je sais que tu en parles des fois en intervention, etc. Tu en parleras un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est aussi pour que les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cet épisode-là particulièrement euh, puissent se reconnaître un peu dans ce que tu as vécu. Ouais. Alors, ça peut être. Alors, c'était un peu progressif au fil des années, ça dépendait des classes que j'avais aussi. Hmm. Mais ça pouvait être genre, je te cache ton appareil, je te Ouais. prends tes appareils, je te cache ta boîte jusqu'à ce que tu les trouves. C'était genre, je te crie dans les oreilles, mais genre toute la journée. Sauf qu'en fait, nous, on a des micros qui sont. Tu cries dedans, au bout d'un moment, on a des acouphènes, enfin, c'est compliqué. Hmm. Après, ça s'est conduit dans des formes d'humiliation, de violence. Donc, t'es là en mode, ok. Genre, alors moi, j'étais quelqu'un de très renfermé, du coup, donc quand il y avait des violences, j'étais pas celle qui allait rentrer dans le cercle et allez, je te bute patate. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, je le laissais faire parce que, en fait, c'était horrible à dire, mais j'ai normalisé ça, en fait. Je me suis mis un peu dans une sorte de protection. Je me suis dit, ok, je vis ça, ça doit être normal, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais c'était assez violent, ouais. C'était genre, plus tard, t'écriras sur une ardoise. Donc, les gens, ils apportaient une ardoise, ils m'écrivaient dessus en mode, quand tu seras plus jeune, tu seras sourd. Donc, on t'habitue. Genre, c'était que des trucs, mais violents. Et tu te dis, ok, genre, j'en parlais un peu à ma mère, etc., mais sans trop. Je parlais plus des profs qui n'étaient pas sympas. Mais c'était très lourd à vivre. Genre, je suis ressortie du collège, j'étais complètement vide, vraiment vidée. Et du coup, quand tu attaques le lycée, hein, la seconde, est-ce que tu changes totalement d'établissement Je parle d'un point de vue secteur. Est-ce que vous arrivez à quelle période sur Paris? Je suis arrivée en troisième sur Paris Ouais, et j'ai pas eu de chance parce que je suis tombée dans un collège où j'ai vécu du harcèlement aussi. ok. Donc, en fait, comme c'était un tout petit collège, ils ont vu que mon point faible c'était ça. Ils m'ont direct attaqué dessus. J'ai vraiment pas eu de chance que, comme du coup j'avais déjà perdu ma confiance en moi à Orléans, quand je suis arrivée à Paris, c'était pas mieux. Et donc, j'étais l'élément faible du truc, on se déchaîne sur elle. Et est-ce qu'au lycée, du coup, ça t'a permis de reprendre un peu confiance ou... Parce que là, forcément, on arrive à l'aube des premières décisions de sa vie en tant que jeune adulte. Comment ça s'est passé, du coup, là, cette entrée au lycée pour toi? Ça s'est très bien passé, bizarrement. Enfin, je dis ça parce que vraiment, je m'y attendais pas. Hmm. J'avais eu le lycée que je voulais. Donc, j'avais fait une demande, tu sais, au collège. J'avais eu mon lycée, c'était dans le 15e, je voulais trop. Et j'étais dans une bonne énergie. J'étais partie en vacances, en colo, etc. Je m'étais fait des potes, tu vois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait des potes. Ouais. Et je suis arrivée, je me suis dit, tu sais quoi, personne te connaît. Les gens, ils savent pas que t'es timide comme un à t'enterrer, genre. Les gens, ils savent pas qui t'es, autant être toi-même dès le début. Et bizarrement, en fait, je sais pas comment expliquer, mais quand t'as une bonne énergie, t'attires les bonnes énergies. Et du coup, direct, déjà, je suis tombée dans une super classe. Et j'ai des filles qui sont venues directement me voir. Et elles m'ont, tu sais, genre en mode normal, comme si on était potes depuis des années. Ouais. Du coup, elles m'ont mis grave à l'aise. Du coup, j'ai commencé à être moi-même, sans pour autant parler de mon handicap. Mais j'arrivais à rigoler, à, je sais pas, lancer une vanne, tu vois, un truc que j'avais jamais fait avant. Je m'étais jamais permis de le faire. Et là, je commençais un peu être moi-même. Ouais, t'étais dans un climat bienveillant qui t'a permis de grandir vraiment, y compris à l'école. Parce que si on grandit qu'à la maison et en dehors, c'est pas le but, sachant qu'une grande partie de notre vie se passe, enfin, surtout à cet âge-là, se passe à l'école. Exactement. Hmm. Est-ce que, enfin, cette période-là, est-ce il y a quelque chose, un déclic qui est apparu? Il y a une prise de conscience sur peut-être le potentiel aussi que tu peux avoir malgré ce handicap? Ouais, j'ai eu une prise de conscience, c'était en seconde, fin de seconde. J'ai eu un... Alors, ils essayaient de me faire un petit accompagnement. J'ai eu un micro HF. Un micro HF, c'est une sorte de stylo qui sert de micro, c'est vraiment comme un micro, tu parles dedans. Et c'est connecté en Bluetooth dans mes appareils. Ok. C'était la première fois que j'avais un truc connecté en Bluetooth. Pour moi, c'était un délire. Ouais, bah pour moi aussi, hein, Euh, C'était vraiment un truc. Et j'arrive dans la classe, sachant que j'avais toujours pas dit aux autres que j'étais malentendante. Je voulais Ouais. pas, je cachais, Ah, etc. parce que tu le cachais quoi avec les cheveux? Ouais, avec les cheveux, je disais pas. Ça veut dire pendant par exemple toute l'année, tu avais toujours les cheveux et personne ne voyait Personne ne tes voyait, appareils. je voulais vraiment pas le montrer. Et du coup, donc j'ai eu ce micro et je voulais vraiment pas l'utiliser parce que je me suis dit sinon les gens ils vont cramer. Je voulais vraiment pas qu'ils voient.
Et il y a un gars à ma droite, il me dit, ouais, c'est quoi ton truc là? Je fais, bah, je lui explique en vif, tu vois. Hmm. Il me dit, non, j'avais pas eu besoin de dire non. Il a pris mon truc, il a commencé à rapper dedans. Ça veut dire t'entendais tout? J'entendais tout. Et genre, j'étais là, je m'ambiançais sur son truc et tout. Et genre, il a passé le truc à toute la classe pendant tout le cours. Et après, ça a circulé dans tout le lycée. Sauf qu'en fait, il me disait pas, c'est la fille malentendante. Il m'appelait la fille stylée, qui avait le micro en Bluetooth, tu vois. Ok. Donc le déclic est apparu grâce au micro connecté. Ouais. Waouh, c'est Ça a été tout con, en un fait. storytelling puissant. Ouais. Et du coup, au moment où tu arrives du coup à cette période, fameuse échéance, hein, la deadline du lycée, hein, le bac, qu'est-ce qui vient à toi? À quel moment tu fais le choix d'aller dans telle ou telle étude malgré le handicap? Est-ce que tu avais envie d'arrêter tout? Est-ce que tu avais cette confiance qui te permettait de te projeter et de dire bah, pourquoi pas moi finalement? Ouais. Comme tout le monde, hein. Alors, je vous avoue, j'étais très très perdue à la fin du lycée. Nous, on a inauguré Parcoursup. Alors, on savait pas ce que c'était Parcoursup. Enfin, c'était trop compliqué à mon goût. On nous a pas vraiment orientés, en fait. Hmm. Et du coup, j'étais plus dans un choix un peu rationnel de qu'est-ce que je vais faire qui va passer dans tous les cas. J'étais plus en mode stratégie. Hmm. Et j'en ai parlé à mon prof principal. Et lui, il me dit, parce que bon, il savait les difficultés que j'avais, il me passait tout le temps ses notes, parce que j'arrivais pas à prendre des notes, etc. Et il m'a dit, Rose, tu sais, je sais que tu vas aller à la fac. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Genre, il m'a dit ça. J'étais là, non. Il me- Je pense à un premier point, amphithéâtre, 25, 30 rangées, 400 places. Ouais, en fait, j'avais du coup fait la demande sur Parcoursup. J'avais été prise à Panthéon-Assas, où c'est une fac où il y a des amphis, 1000 places, 600 places. Enfin, c'est très très gros amphi. Ok. C'est une très grosse fac. Et il savait. Et du coup, il m'a dit, Rose, sachant comment tu galères dans une classe de 30 élèves, je te conseille, mais absolument pas d'y aller. Il avait raison en soi. Enfin, je pense que c'était plus pour me protéger. Mais j'étais trop énervée quand il m'a dit ça. J'étais trop dégoûtée qu'il me dise ça. Genre, je pensais qu'il allait me dire fonce et tout. Non. Il me disait en gros, j'étais pas capable de le faire, quoi. Hmm. Du coup, ça m'a trop vexée. Du coup, j'ai accepté la demande. Le soir même, j'ai accepté la fac. Je voulais rien savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Avait-il raison? Avait-il tort? Mais il avait raison. Aïe, aïe, aïe. Il avait raison, puisque le premier jour, j'arrive, c'était la fac de. On était dans le campus Vaugirard. Bah, c'était un amphi 600 places. C'était Vaugirard, ok, 15e. 15e. Et Ouais. je suis arrivée dans l'amphi. J'ai regardé l'amphi. J'ai fait, oh purée, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait le premier truc. J'avais une page vierge sur mon ordi. J'arrivais pas à noter quoi que ce soit. Mais la question c'était, tu étais à quelle rangée? Première rangée ou tu Première. étais Alors, à la 81e? je me suis mis au Ah oui, c'est une milieu. question à poser. Je Hein, me parce suis mis que... au milieu au début. Hmm. Et après, j'ai voulu aller en première rangée. Sauf que déjà, j'arrivais un peu en retard. Donc les rangées étaient prises. Et à un moment donné, il y avait une place vide. Je suis arrivée. La fille, elle m'a dit non, tu t'assois pas, c'est réservé. Sauf que je me suis embrouillée avec elle, du coup, devant les 600 personnes. Sauf que du coup, la prof, elle était pas contente. Elle m'a envoyée là-haut. Du coup, Ok. j'avais même pas besoin je pouvais même pas parler parce que c'était un truc énorme. Elle avait le micro, elle était à 500 mètres. Enfin, Et pareil, du coup, personne n'était au courant à ce moment-là. Ok. non. Et du coup, comme ça s'est passé comme ça, au bout d'un moment, commencé à prendre un très très gros retard sur mes cours. Donc les notes commencent à être très très mauvaises. Hmm. Et c'est là qu'on a entendu parler d'un relais handicap. Et en fait, il y avait des gens qui étaient là pour prévenir les profs et pour me mettre en relation avec un preneur de notes. Et c'est grâce à ça que j'ai eu ma licence, clairement. Et comment... Là, je vais faire une petite aparté, mais comment en tant que personne malentendante, comment tu peux... Enfin, qu'est-ce que tu attends des gens lambda qui n'ont pas de handicap particulier, ou en tout cas pas un de ceux-là? Qu'est-ce que tu attends d'eux comme réaction, justement, au moment où on apprend euh, que tu es victime de surdité? Si je peux dire le terme victime. Aujourd'hui, j'appellerais même pas ça victime, mais en fait, j'attendrais que des gens curieux, surtout si tu sais pas ce que c'est, j'attendrais des questions de leur part, tu vois. Hmm. Ils pourraient se dire, ouais, on va pas lui poser de questions parce que vas-y, ça se trouve, elle va mal le prendre, ou autre. Au contraire, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont curieux, qui viennent à moi en me disant, qu'est-ce que t'as là? Pourquoi t'as ça?
qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu perçois. Comme ça, j'ai pas ces a priori ou des directs où on me fixe, parce que ça m'est arrivé qu'on me fixe, mais très très avec lourdeur, genre, parce qu'ils osaient pas me poser la question qu'est-ce que t'as sur la tête, quoi. Hmm. Et je préfère qu'on me pose la question, même mes potes, ils me posent des questions débiles des fois, hein. Mais je kiffe parce qu'au moins, je vois qu'ils s'intéressent au truc et après, ils, ils vont savoir comment se comporter avec moi. Et ouais, c'est vraiment ce que j'attends des personnes, s'ils ont peur en tout cas de briser cette barrière, justement. Ok. Et du coup, toi, là, pour revenir un peu et finir avec ce parcours scolaire qui finit en beauté, hein, on y arrive. La fac, du coup, tu la quittes. Je la quitte. Tu vas où à ce moment-là? Parce que tu as bien vu que 1000 places, 1000 places sans ranger, c'est peut-être pas le bon. Alors ouais, et surtout j'ai pas précisé un truc, mais il m'arrivait un truc pendant la deuxième année de fac, pendant ma licence, c'est que j'ai perdu toute mon ouïe. C'est-à-dire que c'est là où j'ai eu le diagnostic que je suis devenue totalement sourde. Et donc non seulement j'avais mes cours de deuxième année à gérer, mais aussi mon opération à gérer, puisqu'en fait c'est là où on m'a opéré de l'implant. Ok, ça veut dire entre tes 8 ans, en tout cas autour des 10 ans, jusqu'à. Ça fait quoi là? 19 Ça ans. fait 19 ans. En 10 ans, du coup, tu es passé de -50 à 0. À moins 100. À -100, À pardon. moins 110. En gros, plus t'es sourd, plus tu baisses en fréquence. Donc Ouais, moins ça t'augmentes, entre guillemets. ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai eu une perte brutale d'audition et enfin la solution ultime entre guillemets, c'était l'implant. Et encore, j'étais même pas encore sûre de pouvoir l'avoir parce qu'il faut des critères de sélection assez précis. Et j'ai pu l'avoir l'implant, sauf que l'opération c'était en pleine année, début d'année de fac. Et quand tu rates un mois, c'est la fin du monde. Et c'est là que j'ai eu du coup cet implant cochléaire qui m'a aidé, mais pas tout de suite. Et ça veut dire si. Question bête, hein, sûrement, mais vu que t'aimes bien les questions bêtes, J'adore je la pose quand même. Là, si on retire l'appareil, tu perçois aucun son. ça. Nada. C'est-à-dire que c'est comme dans les films dans l'espace, c'est quand tu vois ils sont dans l'espace, t'as un vide, genre pesant. Bah, c'est exactement ça. C'est comme si t'es sous l'eau. Ok. Et quand. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, préciser, quand tu es à -50 et à -100 ou 110, est-ce qu'il y a à -50, c'est la personne est malentendante, et à -110, du coup, la personne est sourde? Ou est-ce qu'il y a d'autres termes pour que, justement, on décortique un peu ce point-là? Je pense que ça dépend des personnes aussi. Je pense que c'est plus elles qui vont se donner une sorte de nom. C'est un peu communautaire, on va dire, la surdité. Hmm. Moi, personnellement, enfin, j'estime qu'à moins 50%, tu te définis comme quelqu'un de malentendant. Parce que t'entends pas bien les sons, Hmm. mais t'entends quand même un peu. À moins 110%, t'es sourd. C'est-à-dire que ton identité, t'es une personne sourde. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai l'implant, j'entends, je suis malentendante, mais je suis sourde. Dans le sens où, par exemple, dans la journée, si j'en ai marre de la vie, j'enlève mes oreilles, je suis sourde. Ouais, c'est vrai, parce que tu m'en parlais avant l'enregistrement. euh, Tu m'en parlais enfin, tu m'en parlais avant l'enregistrement, c'est vrai. Quand des fois tu veux déconnecter un peu, parce que tu vis sur Paris, donc forcément, hein, le métro boulot dodo, hein, juste au-dessus de la tête, là, comme une épée de Damoclès. Donc il y a des moments où tu as envie de lâcher prise, de disparaître un peu. Et c'est vrai que tu me disais que des fois ça t'arrivait de retirer euh, tes implants juste pour percevoir aucun son et être tranquille dans ta bulle, et, et faire ta petite vie, ou en tout cas finir la journée comme tu veux. Exactement. Bah ouais, franchement, c'est ça, que ce soit en classe, quand les gens ils rigolent trop fort et que ça me saoule et que c'est des blagues pas drôles, je préfère enlever mes appareils. Je suis Ouais. quelqu'un qui est hyper dans sa bulle, mine de Et rien. personne ne le voit du coup. Bah personne ne voit, du coup on me parle, mais les gens ils parlent tout seuls. Hmm. Le temps que je vois qu'ils me parlent, ça prend du temps. Du coup ils se prennent un peu des vents, mais ça va. Ouais. Ça va. Sinon, c'est par exemple, tu vois, quand je vois une embrouille dans le métro, c'est bon quoi. J'ai passé une journée de travail, je voulais vous embrouiller, embrouillez-vous tout seul. Voilà, je déconnecte. Tu vois, et c'est trop bien, franchement. Même quand il y a une embrouille, quand on m'embrouille, Ouais. j'aime bien. Bah, tu es en colère, sois en colère tout seul. C'est triste, hein, je pense que c'est un peu violent, mais avoir ce pouvoir de se déconnecter, j'ai appris ça par la suite, c'est vraiment une force. Tu penses que certains
qui ont le même handicap que toi arrivent à faire ça ou pas? Bien sûr. Après, Parce que peut-être tu m'as pas dit que c'est tous. très communautaire, donc je pense que vous échangez aussi pas mal entre vous, etc., sur les bonnes pratiques, les petites routines qui apaisent aussi et qui permettent de kiffer son quotidien finalement. Ouais. Mm. C'est vrai que enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que dans la société, j'ai l'impression que personne en situation de handicap égale personne pas heureuse dans son quotidien. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Je pense que ça, c'est un peu un préjugé. Hmm. Après, c'est vrai qu'il y a forcément des handicaps plus lourds, hein, ça, faut pas l'oublier, qu'il y a des gens vraiment qui souffrent. Donc ça peut être la partie qui peut être triste, mais en même temps, ces personnes-là, elles ont une joie de vivre, tu vois, elles vivent, elles font des trucs, il y en a, ils font des activités de ouf. Je vois des gens qui sont paralysés, qui font du foot fauteuil, mais ils sont géniaux, tu vois, kiffent leur vie, tu vois. Et en vrai, le handicap, si tu te dis, vas-y, c'est un truc, c'est tristouné, on pleure toute la journée. Pas du tout. Je pense que quand t'as un handicap, au bout d'un moment, il y a cette phase d'acceptation qui est très dure. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc t'apprends à, tu t'acceptes pas ton handicap, t'apprends à vivre avec. Et ça, je l'ai beaucoup entendu, que n'importe quel type de handicap, Et ça change tout. ça change tout. Et après, t'as cette période où t'acceptes, tu dis, ok, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire pour être quand même heureux dans ma vie? Et j'ai vu beaucoup de gens, que ce soit moi qui est sourde ou d'autres amis à moi qui ont perdu leurs jambes, par exemple. J'ai mon pote qui, lui, ça y est, s'est mis à l'athlétisme, il bat tous les records, il fait du sport H24, il kiffe ça. Et il a une force maintenant, même une mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les petits trucs avant qui le saoulaient, mais aujourd'hui, c'est du pipi de chat. C'est-à-dire qu'il est tout le temps positif, il a la good vibes. Et tu vois la vie autrement, je pense aussi, quand t'as un handicap. Hmm. Et là, j'ai envie d'arriver un petit peu sur Accor. Juste pour mettre un point final à l'aspect scolaire. Tu arrives du coup, tu fais une licence sur 3 ans. Tu arrives en master chez Accor, manager du luxe, bac plus 5. Comment ça se passe ton intégration du coup en entreprise? Parce que du coup, J'ai c'est plus l'école. Là, on est rémunéré, donc il y a des missions, etc. Comment ça se passe toi avec le handicap au quotidien? Je dirais que j'ai été très 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 angoissée avant, parce que c'est un truc, je pense, qui concerne les personnes en situation de handicap en général. L'insertion pro, c'est un truc qui est très complexe et très stressant. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu derrière et tu as une pression qui est 10 fois plus élevée qu'une personne lambda. Hmm. C'est bizarre de dire ça, mais par exemple, déjà, si tu as juste les entretiens d'embauche, pour nous, c'est un truc qui est déjà très formel et c'est un truc où tu te poses des milliers de questions. Où tu es là, est-ce que je dis mon handicap? Est-ce que je le cache? Est-ce que je le dis? Est-ce que je vais faire répéter? Est-ce que je vais dire un truc de travers ou autre? Et c'est vraiment un truc, déjà juste l'entretien, c'est un truc pour nous qui est très compliqué. Et après, tu as l'insertion. Une fois que tu es prise, bah, pas de. Déjà, moi, personnellement, j'ai décidé de le dire, de savoir c'est quoi tes limites. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais en alternance, de savoir à quel moment je vais être en PLS et là, va falloir que je dise qu'est-ce que j'ai besoin en fait. Et bah, ça m'est arrivé, se passe pas un burn-out, mais c'est un moment où tu dis stop et tu vas voir ton manager et tu lui dis voilà, là, je sens que ça va pas, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai eu la chance d'avoir un manager hyper bienveillant. Donc, en fait, j'ai voulu faire comme si ne rien n'était. C'est-à-dire que j'ai voulu que les gens pensent que j'ai pas de handicap. Et ça, c'est une grosse erreur, puisque du coup, je me suis oubliée. Et j'ai oublié toutes les difficultés que je pouvais avoir, et du coup, ça a pris le dessus, en fait, à un moment. Hmm. Et t'étais sur quel poste d'ailleurs? J'étais chargée de mission diversité, équité, inclusion. Ok, C'est donc il t'avait recruté parce qu'il y avait aussi cette dimension handicap. Tu étais concerné par le sujet, donc forcément tu vas être force de proposition et tu vas avoir une haute valeur en tout cas pour ton service. exactement. Et comment ça se passe? Comment tu as fini là ta dernière année au sein de la structure? Ça s'est très bien passé. Du coup, ils ont pu faire appel à un ergonome spécialisé. Donc, c'est la personne qui va mettre des aménagements en place pour que ton travail se passe bien. Et donc, du coup, j'avais les sous-titres pour les réunions. J'avais une pieuvre, c'est les enceintes là amplifiées. Enfin, j'avais
un petit boîtier pour avoir les réunions dans mes implants directement. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs, mais au moins, tu vas au travail l'esprit léger. Pareil, les réveils, je me réveille pas. Donc, dans un contexte de travail, va expliquer à ton manager que t'as pas entendu ton réveil. C'est compliqué, tu vois. Il a fallu que je lui explique. J'ai eu un réveil vibrant, etc. Ah oui, Mieux. c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais quand tu dors, du coup, tu retires les appareils. Ça n'a aucun sens de les garder, Exactement. sachant qu'il n'y a pas de bruit en soi dans la chambre. Euh, Ça veut dire, oui, vu que tu n'entends plus, c'est le réveil au feeling. Même pas, Ou tu as mis quelque justement. chose en place, je sais pas, un vibreur, quelque chose qui permet de sentir, je sais pas, à côté de ta tête, la vibration, je sais pas, du téléphone ou d'un appareil en particulier qui permet de te réveiller. Avant, j'entendais mon réveil par téléphone. Ouais. Sauf qu'au fil des années, je l'ai plus entendu, parce que mon ouïe s'est dégradée. Du coup, j'ai opté pour un réveil vibrant, un premier. Sauf que quand tu l'utilises pendant 10 ans, bah, tu t'habitues aux vibrations. Donc ton corps, il réagit plus. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un stade où j'étais dans un sommeil ultra profond et que même les vibrations, même les sonnettes, ça ne me réveillait plus. Et c'est là où j'ai raté un gros rendez-vous important à mon travail et que je me suis dit, là, ça va pas le faire, il va falloir que j'opte pour un autre réveil. Hmm. Et ça, c'est pour une personne sourde, le réveil, c'est un stress. Oh, à Tu tout penses que c'est un moment, frein à l'insertion? ça peut l'être. Parce qu'il y a plein de métiers où, toi, j'ai l'impression, ils ont compris aussi, parce que bah, déjà, c'est Accor, c'est un grand groupe. Tu étais au siège de tête, à Issy-les-Moulineaux, et tu étais sur un poste lié, du coup, à cette grande thématique qu'est l'inclusion. Il y a plein d'autres structures, plein de postes, ils en ont rien à carrer, et du coup, tu viens entre 9h et 9h30, si tu débarques à 10h15 parce que tu n'as pas entendu ton réveil, deuxième fois, je pense que tu prends la porte en période d'essai. Ouais, c'est ça. D'où l'importance de sensibiliser les managers, qu'il y ait un truc en amont. Tu vois, tu sais que tu as une personne malentendante sourde qui arrive dans ton équipe, bah, le chef a le rôle de sensibiliser l'équipe avant que la personne arrive. Hmm. Parce que tu vois, c'est le problème pour tout le type de handicap. Si t'es pas sensibilisé, si par exemple t'as le diabète et que tu dois aller souvent à des rendez-vous médicaux ou faire ta piqûre, bah, si le manager n'est pas prévenu, il va croire que t'en as rien à faire, mais non, c'est juste que t'as un rendez-vous en fait. Hmm. Et c'est ce dialogue-là qui est hyper important pour éviter tous ces quiproquos et de discriminer en fait ces personnes tout simplement. Ouais. En plus, parlons de la sensibilisation, parce que c'est un de tes combats. Ouais, C'est un de tes combats, et tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu l'as amorcé avec le bouquin juste à ma droite. En tout cas, c'est un début, et c'est un beau début, parce que tu as écrit ton premier livre avec la série Vivre avec, et le professeur London. c'est ça. Comment t'es venue l'idée? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête parce que tu commençais à prendre confiance en toi réellement, vu que là tu commençais à travailler chez Accor, donc premier vrai job, etc. Ou est-ce que on est venu à toi pour X ou Y raison pour te proposer pardon, ce beau projet? L'idée, je l'avais déjà en tête, mais je savais pas, enfin, j'avais pas l'idée d'en faire un livre entre guillemets. J'étais consciente qu'il y avait des problèmes et en fait ils sont venus à moi. Donc, c'est une maison d'édition qui m'a vu par rapport aux vidéos que je faisais sur Instagram, le mood un peu que je dégageais, pas prise de tête, humoristique, enfin le handicap, ouais, et tu vois. Ah oui, parce que c'est vrai que tu es sur Instagram. Exactement. Donc je faisais beaucoup de contenu, ça marchait quand même assez bien. Et c'est là qu'ils m'ont proposé, du coup ils avaient une série donc, de livres qui s'appelait Vivre avec, donc tu avais plusieurs types de handicap et ils voulaient en faire un sur la surdité. Et du coup, il voulait que, en gros, je fasse ce texte un peu en dédramatisant, avec un témoignage, mais avec des conseils aussi concrets, que ce soit pour les parents, mais aussi les enfants. C'est un peu un livre, comme on a parlé. C'est un livre que j'aurais aimé lire, tu vois, par exemple au collège, qui me dit, bah, tout ce que tu vis là, c'est normal que tu le ressentes, tu vois. T'as le droit de te sentir mal, t'as le droit de... Tu n'es pas tout seul. Exactement. Et ça, pour un enfant, même pour un parent, je trouvais ce support hyper important, parce que moi, des messages de détresse, j'en reçois beaucoup, et beaucoup plus qu'on le pense, parce que les gens ils pensent que t'as un appareil et c'est bon. Non. T'as les parents derrière qui savent pas ce qu'ils ressentent, leur enfant, tu vois, il y a est-ce qu'ils souffrent, est-ce que machin. Et t'as des personnes, des jeunes filles par exemple, qui viennent me voir au collège, elles me disent, mais Rose, j'arrive pas à attacher mes cheveux, c'est horrible, je m'en sors plus, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que...
Mais c'est hyper... pour moi, c'était hyper important de les aider, en fait, et de transmettre, entre guillemets, parce que j'ai vécu et parce que j'ai retenu ce livre. Et du coup, par rapport à ce livre, on peut rentrer dans les chiffres, hein, je sais pas, hein. En tout cas, J'ai pas il se eu vend les... bien. C'est très bien. Ouais, parce que je vois hein, sur Instagram notamment tous les retours, tous les jours tu mets des stories de partage de nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices. Euh, ça se vend bien, t'es contente? Ça se vend bien, après j'aurais aimé plus, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien... et surtout, j'aimerais vraiment... En fait, c'est un domaine qui est très particulier. Hmm, J'aimerais vraiment aussi que les personnes entendantes achètent ce livre. c'est ça. En fait, c'est quand même basé aussi pour les parents, donc d'enfants sourds, malentendants ou les personnes sourdes concernées. Mais j'aimerais aussi, je trouve ça important pour une personne entendante, tu vois, de s'instruire via ce livre. Parce que tu apprends beaucoup de choses et tu comprends qu'est-ce que ressent une personne qui a une surdité. Et je pense que ça te chamboule un peu l'image aussi que tu as de la vie Hmm. en te disant, ah ouais, quand même, ces gens-là, ils vivent ça. Et c'est des trucs, tu t'intéresses pas forcément, mais c'est hyper intéressant et hyper important. Aujourd'hui, grâce à ce livre, est-ce que ça te... En tout cas, tu as une vision de toi, de nouveaux projets qui commencent à émerger un petit peu dans ton esprit? Parce que finalement, bah, c'est le premier pas là que tu as fait. Et peut-être le plus compliqué, hein. Je pense que c'était le plus dur. Rose Pennel, écrivaine. Et quand je dis ça, vraiment, ça me... Ça te fait pas Mes grand-chose. potes, ils rigolent, ils disent, mais non, t'as écrit un livre, non. Ils ont lu. Ah, ah. Non, en plus, c'était en couverture. C'est très Je stylé. laisserai le lien sur la bio, sur les différents partages et différentes plateformes. Mais qui sait, il y a peut-être des milliers d'auditeurs sur cet épisode qui vont être intéressés et le mettre To-do list dans pour leur Noël. petit panier. Bah oui. Et pour Noël aussi. Exactement. Parce que c'est important de savoir d'avance comment ça se passe quand on est face à quelqu'un ou face des fois à son enfant. Hein, parce que, comme tu as pu le dire, hein, c'est arrivé à 2 ans. À 8 ans, on le découvre. 6 ans, c'est long. Surtout pour un enfant. Et du coup, on perd Louis à 19 ans, donc 11 ans plus tard. Donc c'est vraiment des points à connaître. Et je pense que tu y as mis beaucoup d'anecdotes. Exactement. Hmm. Et aujourd'hui, c'est quoi les différents projets que tu as? Parce que la sensibilisation, j'ai bien compris que c'est ton combat actuel et ton futur grand combat. Et du coup, comment ça se met en place? Déjà, je sais pas si je te l'avais dit, j'ai eu la chance d'être ambassadrice France pour les personnes implantées pour la Fondation Cochléaire, donc c'est le fabricant de mon implant. Hmm. Donc j'étais allée à un sommet à Londres pour rencontrer d'autres ambassadeurs et j'ai rencontré Malala. C'est prix Nobel de la paix, c'est une femme incroyable. Hmm. Et quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte vraiment du devoir que j'avais d'aider, au-delà de la France, aider vraiment l'ensemble déjà des clichés qu'il pouvait y avoir et l'ensemble des enfants qui peuvent être concernés aussi par ça et les parents. Et c'est pour ça que la sensibilisation, certes, là c'est ce que je fais déjà dans les écoles, les entreprises, c'est bien, mais je vois ça vraiment au-delà de ça. Je pense que c'est pas que en France, je pense que c'est un problème qui est mondial et c'est là, dans ce sommet-là, que je me suis rendu compte qu'il y avait c'était bien plus étendu et donc mes projets futurs sont pas définis clairement, mais c'est un axe que vraiment je veux développer, que ce soit de la communication, donc des vidéos, que ce soit du cinéma, que ce soit un livre, qui sait, que ce soit plus dans le monde. Tu vois, ça peut être politique aussi. C'est des aspects que j'aimerais développer. En plus, ce que j'aime bien, c'est que dans ton cheminement, euh, je vais essayer de le retracer là et de faire un bref résumé là sur 15 secondes de tout ce qu'on s'est dit, mais de 2 ans à 8 ans, tu es toute seule. De 8 ans à, allez, 16 ans, tu es avec ta mère, tu es avec ton père, euh, et ta mère du coup dans le quotidien, quelques professeurs, quelques étudiants bienveillants ou pas. 19 ans du coup, tu es accompagné, hein, un peu plus en tout cas qu'avant. Et là, hop, tu arrives en licence, tu as des amis bienveillants, tu commences à créer un cercle, donc tu n'es plus toute seule. En tout Mm. cas, tu n'es plus avec ta mère uniquement et ton père.
tu mets en place et tu écris ce livre. Donc, tu peux toucher au niveau national. Et là, du coup, tu as un sommet à Londres. C'est des questions qui concernent la surdité dans le monde en général. Et finalement, bah, tu vois qu'en l'espace de... Aujourd'hui, tu as 23 ans. En l'espace de 21 ans, tu es passé de personne, entre guillemets, seule, dans sa bulle, sans de pouvoir mettre de mots sur son handicap, à justement aujourd'hui en parler, prendre la parole sur des sujets avec des personnes, et comme tu l'as dit, des prix Nobel de la paix. C'est C'est un exercice de fou. Ouais, en anglais en plus. En anglais. Waouh. Et puis tu vois la présence de cette femme, tu la regardes, t'as envie de pleurer tellement elle a une énergie. Personne charismatique, hein. Laisse tomber. Très très C'est la charismatique. première fois que j'ai été vraiment chamboulée par une personne. Mais t'as un point commun avec Linda de l'épisode 6, parce qu'elle avait, elle, rencontré Nelson Mandela quand elle était petite. Donc, ça fait des beaux points communs. Et j'ai oublié aussi Instagram, parce que, bah, mine de rien, ça fait un moment, en tout cas, que t'es plus toute seule, y compris sur les réseaux sociaux, parce que t'as mis en place des thématiques, t'as essayé, du coup, de sensibiliser avec l'humour. C'est ça, hein. Exactement. Et en fait, ça m'est venu comme ça. Enfin, ça m'est venu comme ça, non, puisque j'avais fait un tournage et en gros, on m'avait dit que mes appareils ils étaient moches. Ça m'a fait un déclic, c'est là que j'ai commencé à être sur les réseaux, à en parler, etc. J'étais Il y choquée. a toujours des déclics comme ça Je te jure, hein. qui changent une vie. Moi, ma vie, c'est centré sur des déclics, tu vois. Ouais. Et là, c'était ça. Et je voyais les gens à quel point, même des gens, ils étaient choqués. Même les gens qui n'étaient pas concernés, tu vois. Et ça a fait le tour, hein. Même des gens connus qui ont partagé le truc. Et c'est là que j'ai fait un premier média, j'en ai parlé, ça a fait du bruit. Je voyais que les gens, en même temps, ils connaissaient pas la surdité, ils se disaient qu'est-ce qu'elle a sur la tête, machin truc. Et là, j'ai dit ok, là, c'est le moment, je veux faire des vidéos, c'est maintenant. Et c'est là où je me suis lancée pour en parler, où j'expliquais ce que c'était l'implant et tout. Et là, c'était pas genre 3 vues, c'était genre 400 000 vues dès la première vidéo. Et moi, j'ai dit c'est bon, c'est un signe. Et du coup, j'ai continué. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'est là où tu passes Bah, de 300 abonnés. À 30 000 et encore. Aujourd'hui, donc là, tu es à 30... 30 000 à peu près. Ok, 30 000 personnes qui te suivent. Beaucoup de personnes en situation de handicap, Mais pas que. en grande majorité, ou tu as quand même, En quand grande même beaucoup de majorité, monde j'ai- aussi en tout cas, qui sont entendants. Je dirais que du coup, là, j'ai touché beaucoup de personnes malentendantes et sourdes. Et ça, je le vois parce que dès que je mets une story sur ça, tout le public, ouais. Et Porte-parole. ça, je l'avais pas avant. Et en vrai, ça fait plaisir. Ambassadrice. J'ai Bah, kiffé. tu es ambassadrice nationale, hein, d'une association. Donc, Non, franchement, c'est une fierté de fou. Mais surtout, ouais, d'avoir créé cette communauté de gens qui se sentent plus seuls et qui viennent me dire vraiment merci parce que je me sens plus seule. La première fois que j'ai eu ce message, je me suis levée le matin en pleine forme. Quoi. Tu te dis, purée, j'ai pas fait ça pour rien en fait. hmm. Et même aujourd'hui, même quand je fais 3 vues, j'ai été 3 personnes, je suis trop contente. Tu vois juste un message le matin, même si tu vois 30 000 pour moi, parce que pour moi, c'est pas assez par rapport à ce que Oui, je parce que pourrais. tu veux toucher en fait un maximum de monde. Exactement. Objectif. Hmm. Mais déjà là, je peux être que fière en fait déjà de ce que j'ai, même la communauté qui est hyper engagée, qui sont à fond, qui me soutiennent à fond. Enfin, je trouve que c'est déjà hyper gratifiant. En plus, c'est bien parce que à côté de ça, bah, tu es vu par des médias. Il y a des chaînes de télé récemment, C8. Tu as toutes ces demandes, en tout cas, pour mettre en avant. Et sans t'en rendre vraiment compte, j'ai l'impression que tu es devenu un peu la porte-parole, ou en tout cas une des voix qui commence à compter sur le sujet de la surdité. Exactement. Et tu as aussi cet avantage-là d'être très jeune, de savoir parler face caméra, ce qui est pas donné à tout le monde pour le commun des mortels, et encore plus pour des personnes en situation de handicap comme le tien. Donc c'est très chouette. Bah, d'ailleurs, on peut te suivre sur quoi? Insta. Ouais, Rose. Tiré du bas. Ok, Rose-du-8, ouais. Ouais, Rose P-A-Y-N-L. Ok, Rose Penel. Bon, vous tapez, logiquement, vous allez trouver très rapidement. Tiré du bas avant. C'est un peu, la charte graphique, je crois, est un peu aux couleurs de ton bouquin. Si vous voyez une couleur, c'est moi. Ok, génial. Pour cette fin d'épisode, Rose, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter là, à l'avenir?
J'aimerais vraiment que les actions que j'ai pu mettre en place, elles prennent de l'ampleur surtout et que vraiment ça commence à être pris au sérieux, que ce soit dans la politique, pour les aménagements qui doivent être mis en place, etc. Et j'espère que vraiment je pourrai continuer à bâtir ça et bien exploiter ce que j'ai pu faire et faire de grandes choses tout simplement. Et c'est vrai d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais qu'est-ce qui est mis d'un point de vue logistique venant du gouvernement? Qu'est-ce qui est mis en place? Le seul truc qui est bien, je dirais, c'est peut-être la reconnaissance que tu peux avoir. Hmm. Tu peux toucher de l'argent si jamais tu as des besoins pour n'importe quel financement. Les appareils sont financés, ça c'est important, c'est très cher. Pas toujours financé, mais la plupart du temps oui. Ça c'est le point positif. La faille, c'est l'accompagnement. Que ce soit les familles, les enfants. Il y a un gros problème dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants, dans la sensibilisation aussi. Les profs aujourd'hui ne sont pas du tout sensibilisés. Il y a rien qui est fait même dans leur diplôme pour qu'ils le soient dès le début. Il y a encore des grosses failles à travailler, je pense. Ok. On peut finir sur une bonne note. Moi, ce que je te souhaite, de croire en toi comme tu le fais déjà depuis le début, que tu puisses développer tous les projets, en tout cas que tu as en tête. Tu as ce talent pour sensibiliser sur cette cause qui n'est pas mince. Et, euh, et finalement, j'aime beaucoup aussi cet objectif-là que tu as enfin, cette gourmandise, si on peut appeler ça, de vouloir impacter tout le monde avec ton message, avec ton bouquin, j'allais dire tes bouquins. Une belle projection de ma part, mais c'est quelque chose de puissant et en tout cas, réussir à faire ce que tu as fait aujourd'hui, j'espère en tout cas que c'est donné à tous ceux qui ont un handicap aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples qui sont un peu autour de nous. Et grâce à vous, finalement, on en apprend beaucoup plus sur ce type de cause. Donc merci en tout cas à toi d'être venu. Ça me fait très plaisir et je vous dis à très vite la famille. À très vite. À Ciao. bientôt. Yes, ciao ciao. Ciao.